Cette vidéo vous est proposée par bankaigames.com, vente en ligne de cartes à jouer et accessoires. N'hésitez pas à consulter leur site internet bankaigames.com. Alors j'ai mis au point une opération minutieuse que je vais vous exposer maintenant. Et cette opération, je l'ai baptisée l'opération Ninja. Salut les amis vanguardiens et vanguardiennes, j'espère que vous allez tous très bien. Nous revoici pour un deck profile de justement le deck Murakumo que j'ai joué dans la précédente vidéo, que vous avez été nombreux à me demander. Voilà, je vous le montre avec plaisir, puisque l'objectif de la dernière vidéo c'était de montrer que Murakumo n'était pas un clan si faible que ça. Certains le qualifient même de pire clan du jeu, puisque ça fait un petit moment qu'il n'a pas eu de support en date. Et donc voilà, donc l'objectif de la vidéo était vraiment de montrer que le deck jouissait quand même d'un fort potentiel, enfin jouissait toujours d'un fort potentiel, et que on pouvait l'exploiter justement avec le build adapté. Et Prism, qui est un deck vraiment pas faible du tout. On lui a donné beaucoup de mal, et je me rends compte en jouant aussi ce deck en fun que ce deck peut vraiment faire de belles choses. Mes adversaires sont souvent étonnés quand je me retrouve avec plus que 10-12 en main avec Murakumo, et je vais vous détailler un peu le gameplay de ce clan tout de suite. Donc alors Murakumo, c'est un clan qui est apparu dans la BT5 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, avec les premières unités qui étaient Mandala Lord. Et c'est un clan qui se base, en fait c'est un clan qui est dérivé du manga. Donc en fait dans le manga, Nubatama, qui apparaît à la BT1 de Vanguard, devait taper dans la main adverse, tape toujours aujourd'hui dans la main adverse. Et donc Nubatama faisait discard des cartes à l'adversaire. Sauf que dans Vanguard, s'attaquer à la main c'est très risqué, puisque c'est de là que proviennent toutes les ressources du jeu. Si vous n'avez pas de main, eh bien vous ne pouvez pas jouer. Et vous ne pouvez ni vous attaquer, ni pouvoir vous défendre, ni appeler des unités. En fait, si vous n'avez pas de main, toutes les options et tout le gameplay disparaît, puisque vous ne pouvez virtuellement pas jouer. Et donc en fait, devant ce constat, Bushiroad a décidé de mettre de côté Nubatama pendant un long moment, voire ne jamais sortir le clan. Enfin, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Et reconvertir les unités qu'on avait déjà vues dans le manga ou les artworks qu'ils avaient déjà construits en un nouveau clan qui s'appelle Murakumo. Alors Murakumo, c'est un clan qui a plusieurs stratégies. Sa stratégie principale fonctionne sur les clones, c'est-à-dire que c'est des unités qui vont s'appeler du deck elles-mêmes, qui vont pouvoir se cloner, on va dire. En fait, c'est très inspiré des techniques ninja, comme vous le voyez justement sur l'artwork de Yakivog, qui est dessiné par Daisuke Izuka, qui est juste un dieu. Donc voilà, en fait, le playstyle de Murakumo, ça s'appelle du hit and run. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir dans des animés, des mangas japonais, sur les ninjas, etc., les unités Murakumo, le gameplay de Murakumo va se baser sur la chose suivante. Les unités appelées sur le terrain vont pouvoir se cloner, ou par certains effets on va pouvoir les cloner, c'est-à-dire les appeler du deck. On va appeler une copie de la même unité du deck. On va faire un jutsu de duplication. Et on va après rusher l'adversaire comme un bâtard. Et à la fin du tour, les unités vont retourner au bottom du deck. Donc c'est-à-dire que vous allez justement utiliser, contrairement à Royal Paladin qui va faire beaucoup de super call et qui va augmenter sa puissance en fonction de ses supérieurs call, ou en fonction du nombre d'alliés sur le terrain, Murakumo va pouvoir justement appeler des alliés du deck et faire plein de petites attaques avant de repartir sous le deck, ce qui le rend plus ou moins, je dirais, insensible au field control, mais pas totalement. Vous verrez de quoi il s'agit. Alors on va commencer justement ce deck profile. Donc alors ce deck profile s'oriente, enfin la version du deck s'oriente sur deux main Vanguard. Donc le premier qui est joué en x4, bon classique, c'est Yakivog Reverse, une unité apparue en BT14. C'est une unité reverse, donc pour ceux qui démarrent le jeu en fait, les unités reverse sont les unités qui ont été corrompues par le clan Link Joker. Donc on les distingue justement par ce cercle rouge qui apparaît sur toutes ces unités, et par dans leur nom le mot reverse en fait. Et donc en fait Yakivog Reverse possède deux effets. Le premier effet, c'est quand il est placé en cercle de Vanguard, on peut payer un Counter Blast 2-2, chercher un Yakivog Reverse dans le deck et l'appeler sur le terrain en cercle de rire. À la fin du tour, il va pouvoir remonter en main.
Donc déjà ça c'est très très pratique, puisque quand vous jouez sur Yakivog Reverse, quand vous le raidez, vous vous assurez déjà un attaquant sur le terrain à 11 qui va pouvoir mettre une attaque sur le Vanguard. Ce skill n'est pas dépendant d'un Generation Break, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas à attendre une certaine phase de jeu précise pour le jouer. C'est directement durant votre tour où vous raidez votre grade 3, vous pouvez activer l'effet, ce qui est vraiment très pratique puisque ça vous donne ce qu'on appelle de l'early game, c'est-à-dire les phases de jeu au début de la partie où on est censé installer, poser ses ressources. Et bien là on va pouvoir avoir Yakivog Reverse qui va déjà appeler un clone sur le terrain, mettre une attaque déjà à l'adversaire sans utiliser de carte de sa main, sans être dépendant de sa main. Et enfin, après, on va le reprendre en main, ce qui va nous donner une unité pour strider tout bêtement. Vous avez pu le voir d'ailleurs dans la vidéo. Alors, ce n'est pas le seul effet de Yakivog Reverse, sinon il serait un peu nul. Alors, en fait, l'effet de Yakivog Reverse, c'est que, en fait, il vaut mieux en avoir plusieurs sur le terrain. Comme je dis, Murakumo joue avec les clones. Donc, en fait, mon Yakivog Reverse, son effet va être le suivant. Lorsque vous avez... c'est un limit break, donc c'est à dire qu'il faut avoir 4 dommages ou plus. Vous pouvez lock 2 de vos unités, et tous les Yakivog sur le terrain vont prendre plus 10 000 de patates. Donc voilà, ça veut dire que là, du coup, vous aurez déjà 2 attaquants à 21, sachant que c'est un limit break qui s'active théoriquement en fin de partie, même si maintenant on a les cartes qui peuvent annuler la condition limit break. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Murakumo possède certaines cartes qui peuvent justement, quand elles sont call, unlock, et comme le skill n'est pas limité à une fois par tour, on peut le faire plusieurs fois. Là ce n'est pas dans l'optique du deck puisque je ne joue pas cette carte. Par contre, ce qui peut être vraiment sympa dans le deck, c'est d'utiliser cette capacité qui est quand même assez puissante en tant que finisher. Si on n'a pas la possibilité de stride en fin de game, on peut toujours donner plus 10 000 à ses copies, ce qui peut être vraiment assez meurtrier pour l'adversaire qui peut se retrouver à gérer 3 colonnes à 21. Donc voici pour Yakivog Reverse, qui constitue la première unité clé du jeu. Je reviendrai après sur l'utilité des différents grades 3, puisque Yakivog, vous verrez, à son stride, ou vous l'avez peut-être déjà vu sur la vidéo, à son stride dédié. Ensuite, deuxième grade 3 du deck. Donc alors ça, c'est ce qu'on appelle le G3 on stride. Tous les clans, en fait, ont ce type de G3, c'est-à-dire qu'il a une capacité quand vous stridez dessus, c'est-à-dire qu'en stride phase, vous prenez votre G-Unit, vous payez le cost, vous stridez dessus, effet auto s'active, vous pouvez activer l'effet. Par exemple, Yasuie a un effet qui dit, choisissez une carte, enfin quand vous stridez, donc quand une G-Unit est stridée par au-dessus, vous pouvez choisir une unité sur votre terrain, payer un counter blast de 1, chercher 2 clones de cette unité sur le terrain et les call sur votre board. Donc voilà, donc il va call 2 attaquants, et à la fin du tour, ces attaquants, ou ces boosts, peu importe, vont repartir sous le deck. Donc là, c'est vraiment très intéressant, puisque ça vous permet déjà d'avoir 2 cartes en plus sur votre terrain, pour justement permettre d'économiser un peu votre main et vous fournir des attaquants. Par contre, le gros point faible de Yaki, c'est que cette capacité ne peut s'activer que si vous avez, bien sûr, un rearguard sur le terrain. Ce qui implique la chose suivante, que si vous tombez sur Kagero ou sur Narukami, si l'adversaire arrive à vous sniper les rears que vous avez sur le terrain, vous perdez totalement l'effet unstride. C'est pour ça que le deck est longtemps resté discret et que Yasuie n'a pas pu justement exprimer son plus fort potentiel en tournoi. Ensuite, il a un skill G-Break 2, ça veut dire que vous devez avoir une unité, enfin 2 unités soit sur le cercle de Vanguard, soit en G-Zone, pour pouvoir activer son effet. En G-Break 2, à la fin de votre tour, lorsqu'une unité est renvoyée sous le deck, vous pouvez choisir de la faire revenir. Ou enfin, du moins, vous pouvez chercher une copie et la faire revenir, donc voilà. C'est grosso modo du pareil au même. Donc alors, 4 Yakivog et 4 Yasuie. Je reviendrai sur leur compatibilité avec les G-Unit plus tard. En G2, donc alors en fait, j'ai oublié de vous le préciser, mais Murakumo étant un clan qui va massivement se baser sur le clonage, évidemment, il va falloir jouer le maximum de cartes x4. En G2, nous avons donc Steel Throg of Flower Hat Fijuno, je sais pas. Fijuno. Donc alors, elle a un effet très intéressant, puisque elle dit que lorsqu'une autre Fijuno est call sur le terrain, elle gagne plus de 1000, et l'effet, lorsque l'attaque hit, lorsque l'attaque hit un Vanguard, vous pouvez unflipper 1. Donc alors ça c'est vraiment sympa puisque
Du coup, si j'ai déjà une Fijuno sur le terrain et que je la clone avec Yasuye, je peux call 2 clones. Et du coup, elle va gagner 2 fois l'effet, donc plus 4000. Et si l'attaque hit, je peux déflipper 2. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que le deck Murakumo est très très CBvore. Donc il faut avoir un gros moteur de déflip dans le deck. Et elle, avec sa possibilité de à chaque hit déflipper, permet vraiment d'alléger le deck en counterblast. Là que je vous ai dit, Yakivog CB2, Yasuye CB1, on verra après le coup des strides plus tard, mais voilà, le deck est vraiment CBvore, et il faut vraiment s'assurer un bon moteur de déflip, et elle reste quand même le meilleur, puisqu'elle vous prodigue et un attaquant à 11, voire 13, et un moteur de déflip assez puissant qui peut aller jusqu'à 2-3 déflips. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur cette carte? Rien de spécial non plus. C'est voilà, c'est juste le moteur de déflip du deck qui reste vraiment intéressant. Ensuite, autre moteur de déflip, parce que avec des ratios, on peut pas se permettre de tout jouer x4. Donc White Mane, qui est simplement quand l'attaque hit le Vanguard, je déflip. C'est pas spécialement super craqué, mais il faut remplir les ratios, et je préfère alléger mon deck en CB en jouant White Mane. Sachant que lui n'est pas normalement conçu dans le deck pour être cloné. Il est juste là pour assurer un certain déflip. D'où sa présence en seulement x3 exemplaires. Et enfin, dans le deck, je joue également Dokube. Donc Dokube qui est le tapeur à 12 du deck. C'est-à-dire que si s'il attaque le Vanguard en Generation Break 1, il tape à 12. Alors pourquoi cette carte est jouée dans le deck? Bah, tout simplement parce que vous verrez avec la compatibilité des G1 qu'il est possible de placer les colonnes à 21 assez facilement, sachant que la plupart des Vanguards défendent à 11. Donc 21 contre 11, l'adversaire, s'il met 10 000 de shield, ça fait 21 contre 21. Et selon les règles de Vanguard, même si l'attaque est égale à celle de votre adversaire, c'est l'attaquant qui l'emporte. Donc si je fais sans trigger une colonne à 21, l'adversaire aura plus de mal à la défendre. Donc dans cette optique-là, le tapeur à 12 est très viable dans ce deck. De plus, je vous expliquerai la compatibilité avec les strides plus tard. Vous verrez que c'est vraiment très intéressant. Alors ensuite, on va passer à l'une des cartes clés du deck, donc qui est Charcoal Fox, donc Steel Beast Charcoal Fox. Donc c'est un petit renard tout mignon qui a l'effet suivant: à chaque fois que vous allez quand vous collez Charcoal Fox, vous allez pouvoir donner plus de 1000 à lui-même et à 3 autres Charcoal Fox. Vous sélectionnez jusqu'à 4, non, vous choisissez jusqu'à 4 Charcoal Fox et vous leur donnez 2000. Donc c'est-à-dire que quand je vais call mon premier Charcoal Fox, il va automatiquement prendre plus de 1000. Quand je vais call le deuxième, les deux vont prendre plus de 1000. Quand je vais call le troisième, les 3 vont prendre plus de 1000, etc. etc. Sachant que si je les call tous en même temps, ce qui va être possible avec le deck, oui, c'est ça que je voulais vous dire avec Fujino, c'est que si jamais vous collez plusieurs unités simultanément, leurs skills se résolvent tout en même temps. C'est-à-dire que si jamais j'invoque mes 4 Charcoal Fox en même temps, ce qui n'est pas possible encore pour l'instant avec le deck, tous les Charcoal Fox vont prendre 2000 x 4. Il n'y aura pas vraiment d'ordre de call, tous vont prendre le même power-up, puisqu'en fait ils sont call sur le terrain. Après, leur capacité auto qui s'active quand elle est call sur le terrain est en stand-by, et même ils sont tous sur le terrain, donc vous les résolvez un par un, mais comme ils arrivent tous en même temps sur le terrain, bah, vous pouvez tous les sélectionner. Donc pourquoi je joue Charcoal Fox? Parce qu'il permet de passer des paliers intéressants lui tout seul, parce qu'il permet justement de monter un peu la puissance des colonnes, vous l'avez vu certainement sur la vidéo, et surtout parce que tout seul, ce petit bonhomme peut booster à 9, donc 9 plus 12 ça fait bien 21, et si jamais il y a d'autres Charcoal Fox, il peut atteindre des nombres encore plus intéressants avec mes déflippers qui sont à 9 et 11. Voilà, donc il y a vraiment une faculté d'adaptation qui est vraiment intéressante avec Charcoal Fox. On a ensuite mon G1 qui est en x2, qui s'appelle Deathly Dagger. Donc Deathly Dagger, c'est un boost à 6 qui existe depuis la BT 9, et sa capacité est simple: lorsqu'il booste une carte sur le terrain, si j'ai une carte avec le même nom, donc en gros, comprenez, si je l'ai cloné, ça devient un boost à 9. Encore une fois, 9 plus 12, 21. C'est gratuit parce que ça peut s'utiliser en départ, donc si votre adversaire raid à 8,
9 plus 9, 18, bon, c'est des cas qui arrivent relativement peu souvent, mais même avec, par exemple, si je fais mon skill de Yakibog et que je peux call un clone, bah rien ne m'empêche après de call Deathly Dagger derrière, faire une call à 20. Et si mon adversaire est encore au G2, ça va être d'autant plus difficile pour lui de gérer les deux attaques qui se présentent à lui. Donc voilà, Deathly Dagger, toujours intéressant dans cette optique de colonne à 21 et d'avoir le plus haut power-up sans trigger. C'est après ce qui est aussi intéressant avec le deck Murakumo, c'est que c'est le deck qui permet le plus facilement de faire des colonnes à 21 entre guillemets, à blanc, c'est-à-dire sans condition de destruction, de machin, sans vraiment d'autres conditions que le clonage. Donc c'est vraiment très intéressant. Enfin, bien sûr, dans ce format, 4 Striders. Donc alors si vous êtes débutant et que vous ne savez pas ce que c'est un Strider, donc tous les clans ont cette petite unité là qui est un G1, qui va chercher en fait on appelle ça Strider ou Stride Assist. Donc en fait le Stride Assist va aller chercher la carte qui est on stride du deck, donc là c'est Yasuye. Donc quand vous l'appelez sur le terrain, vous pouvez révéler un G3, aller chercher Yasuye et défausser n'importe quelle carte de votre main. Cette capacité existe pour tous les clans. C'est vraiment une carte générique qu'on appelle le Stride Assist. Mais surtout, c'est sa deuxième capacité qui est le plus souvent utilisée. C'est que quand il est dans votre main, durant la stride phase, donc au moment où vous allez strider, il va compter comme un grade 3. Donc en fait, il va avoir grade plus 2, il va compter comme un grade 3. Donc ça vous sort juste une carte pour strider. C'est plutôt vraiment pratique. Et à mon sens, obligatoire dans ce format. Voilà. Ensuite, 4 perfect. Donc les Perfect Guards, si vous êtes débutant et que vous ne savez pas ce que c'est. Les Perfect Guards en fait sont des unités spéciales qu'on appelle aussi des sentinelles. On ne peut pas en jouer plus que 4 par deck. Et elles ont la capacité suivante. Lorsque vous défendez votre attaque, une attaque adverse avec, vous pouvez défausser n'importe quelle carte de votre main. Et peu importe la puissance de l'attaque adverse, celle-ci ne passera pas. C'est l'effet de la carte. Donc l'attaque de votre adversaire n'est pas annulée, mais elle protège, enfin la sentinelle protège à la perfection. C'est-à-dire que peu importe l'attaque qui se présente à vous, vous sortez sentinelle et vous êtes assuré de ne pas prendre de dommages sur ce tour. Ça c'est ce qu'on appelle les G sentinelles ou les G perfect. Donc les G perfect sont des cartes qui ne peuvent protéger que le Vanguard, mais en contrepartie, si vous avez une copie dans la drop, vous pouvez déflipper un. Donc comme je vous l'ai dit, G perfect dans ce deck, car le deck est globalement très CBvore. Ensuite on va passer au starter. Donc le starter qui est juste excellent, qui est Onifundo. Alors Onifundo, sa capacité c'est en G-Break 1, au début de votre main phase. Donc je rappelle les étapes, draw phase, non c'est stand phase, draw phase, après vous avez ride phase et stride phase, ensuite vous avez la main phase, donc c'est à dire que vous ridez, vous stridez. Au début de la main phase, Onifundo vous permet de Soul Blast 1, de le reprendre en main, de regarder 3 cartes du dessus de votre deck et d'appeler une carte parmi ces 3 cartes et de remettre les 2 autres dans le deck et de shuffle. À la fin du tour, la carte que vous avez call va retourner dans le deck. Donc c'est très pratique pour pouvoir cloner des cartes ou pour pouvoir appeler des unités qui sont charnières pour la stratégie que vous essayez d'adopter. Ça vous donne une palette de choix dans ce que vous souhaitez mettre en place qui est assez intéressante. Là, pour les plus assidus d'entre vous, vous avez déjà remarqué que avec Yasuye, ça ne marche pas, puisque Yasuye s'active en stride phase, c'est-à-dire quand vous stridez dessus, alors que lui s'active en début de main phase. Donc on peut pas choisir, par exemple, mon tapeur à 12, le call sur le terrain, et après le copier avec Yasuye, ça ne marche pas. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que je peux cloner mon tapeur à 12 avec Yasuye, et avec lui, si je chope l'un de mes tapeurs à 9, j'ai directement ma colonne à 21. Ça, c'est le place du deck. C'est-à-dire que c'est pour ça que le starter est là, pour pouvoir accélérer la sortie du deck, et pouvoir accélérer un certain nombre de moves possibles. Une autre carte vraiment charnière pour le deck et qui est très intéressant d'appeler avec Onifundo, c'est le Stand Trigger qui est vraiment la clé de voûte du deck. Donc il s'appelle Hidden Scroll. Donc alors ce Stand Trigger c'est la vie dans Murakumo. Le jouer en moins de x4 c'est une erreur selon moi. Donc alors son effet est le suivant: vous renvoyez le stand de deck, vous choisissez une unité sur le terrain et vous la clonez x2. Donc c'est à dire que si j'ai mon tapeur à 12 sur le terrain toujours, je peux appeler mon stand trigger, le renvoyer depuis le terrain au deck, shuffle, donc déjà ça vous fait un trigger en plus dans le deck, c'est déjà très confortable, et ensuite vous allez chercher 2 G2 et vous les collez sur le terrain. Donc en gros il vous fait une épuration et un plus de temporaire. Surtout que du coup ça vous octroie souvent les 3 clones nécessaires pour activer Oumuo Rider qu'on verra après. Ça vous permet justement de cloner Fox
comme vous l'avez vu dans la vidéo, ce qui permet de déclencher un power-up assez conséquent. Ça vous permet de cloner Fujino, qui vous permet justement d'obtenir un déflip massif. Donc le stand trigger là, c'est la clé de voûte du deck. Donc x4 pour pouvoir faire le plus de multi-attaques possible avec Murakumo. On a ensuite un autre stand trigger que je joue x1. Lui, il a un effet intéressant, c'est-à-dire que je le mets en soul et je peux counter charge 1. Donc counter charge, comprenez déflip et mes dommages, comprenez pouvoir payer. Si jamais je suis dans la dèche, je peux toujours utiliser cette carte pour retourner un CB et activer mes effets. Je joue seulement 3 criticals. Donc alors les 3 criticals, pourquoi? Parce que je me base plus sur une violence par le nombre d'attaques, vous l'avez vu sur la vidéo, que par des criticals. Je pense que Murakumo a beaucoup plus d'options à offrir en faisant du multi-attaque qu'en faisant... parce qu'il fait pas de grosses colonnes vraiment Murakumo. Donc plus vous faites de petites attaques, plus l'adversaire va devoir cracher de cartes de sa main. Donc je pense que le potentiel de Murakumo se situe plus dans la multi-attaque que par la violence de ses colonnes. Voilà, donc ensuite on a 4 rouges, qui est notre draw trigger que je joue x4. Pourquoi jouer un draw trigger x4? Le deck ne faisant pas beaucoup de CA en main, il est toujours très confortable de l'accélérer, surtout que vous avez une petite épuration qui se met en place quand vous clonez vos cartes. Donc ça peut vous permettre de toucher vos pièces du puzzle un peu plus vite et de pouvoir déclencher les combos. On a ensuite forcément 4 heal triggers, donc pas tous les mêmes. C'est parce que ça change rien, mais surtout parce que j'ai pas tous les mêmes. Les triggers Murakumo étant assez anciens, n'ayant pas eu de set de trigger depuis la BT9, il est assez dur de s'en procurer, mais pas impossible. Donc c'est pour ça que moi, sans vouloir dépenser du fric pour des communes, je préférais jouer 4 heal triggers qui n'étaient pas pareils. Sachant que les 4 triggers sont maintenant des must pour pouvoir activer les fameux G gardiens. Je vais maintenant vous parler des combos possibles du deck qui repose grandement sur les G-Units. Donc voici le main deck, comme vous pouvez constater. Et maintenant parlons donc des G-Units. Donc je joue de Yakivog Nayuta. Bon, je vais quand même remballer le deck parce que c'est pas très sympa à regarder. Hop. Pourtant j'avais fait une tellement belle farandole. Donc parlons des combos du deck. Vous avez donc le premier stride la première G-Unit que je joue x2, qui est Yakivog Nayuta. Encore une fois, Daisuke Doka, date génie. Donc je trouve la carte magnifique. Donc c'est le stride en fait qui marche uniquement pour l'instant avec Yakivog Reverse. Donc alors ce stride dit la chose suivante. En acte, donc en fait il faut que vous ayez un hurt avec Yaki. Et en acte, vous pouvez renvoyer un Yakivog dans le deck, choisir une unité sur votre terrain, la cloner, et le clone prend plus 10 000. Alors ce que moi j'ai fait dans la vidéo, et ce que je fais souvent en fait quand je joue cette carte, c'est que je choisis, en fait comme le stride prend les 2 noms des cartes, je le choisis lui-même, je sélectionne le nom Yakivog Reverse, je renvoie mon Yakivog Reverse, je le fais revenir, effet, il va prendre plus 10 000, et effet subsidiaire du stride, à la fin du tour il va revenir dans ma main. Ce qui va me donner à chaque fois le potentiel de pouvoir le spammer, donc c'est pour ça que j'en joue 2. Donc en fait c'est un plus 10 000 gratuit en fait ce stride. Ça qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai une colonne déjà qui prend plus 10 000 en open stride, sans boost, et en plus que je peux relever avec d'éventuels stand trigger. Mucho bueno. C'est vraiment pas mal. Après, je vous avoue, j'ai pas testé contre le nouveau méta Kagero qui permet de détruire les rears avec un G gardien. Donc je pense que ce sera beaucoup moins bueno, mais pour l'instant ça fait un peu le café. Donc, nous disions donc de Yakivog Nayuta dans la G-Zone premièrement. Ensuite, on passe sur un stride qui révolutionne vraiment le deck. Là, je pèse pas mes mots. Ce stride révolutionne vraiment le deck. En fait, il apporte tout ce qui manquait. Je vous ai parlé d'Yasuye justement, et je vous ai évoqué ses défauts. Je disais que lorsqu'on n'a pas d'unité sur le terrain ou qu'on se fait détruire par du field control, il redevient vraiment très difficile avec Yasuye de pouvoir activer son effet, de pouvoir cloner des cartes. Heureusement est arrivé Onibidu Rafar.
donc cette carte, donc qui est arrivé avec la Fighter Collection qui apporte du support pour tous les clans. Et il dit la chose suivante: lorsqu'il est placé en cercle de Vanguard, je peux choisir une carte de ma main, la call sur le terrain, et l'unité pourra attaquer de la back row et gagne 2000. Donc là vous me direz c'est pas terrible. Sauf que comme ça s'active au moment où elle est stride comme Yasuye, au moment où elle arrive en cercle de Vanguard, donc en fait les deux effets de Yasuye et de elle-même vont se télescoper. Donc comme ces deux effets auto, selon les règles de Vanguard vous pouvez choisir lequel activer. Je choisis d'activer Radar qui me permet justement de call par exemple mon tapeur à 12 qui va prendre 2000 plus 2000 et qui va pouvoir taper de la back row. Et ensuite je le clone avec Yasuye pour invoquer deux autres tapeurs à 12 qui vont maintenant pouvoir réaliser plus d'attaques. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ce tapeur à 12 là pouvant attaquer de la back row, je joue le tapeur à 12 pour qu'il puisse attaquer solo, et donc ça va me faire plein de petites attaques vraiment sympathiques. Là, suffit que j'active mon starter que je vais reprendre en main et que je chope sur les 3 premières cartes n'importe laquelle qui va pouvoir me faire une conne à 21, ça me fait 12, 14 et tatatak. En fait ça me fait plein d'attaques, ce qui est vraiment très intéressant. Donc ça me fait déjà 1, 2, 3, 4 attaques sur le premier stride, dont une à 21 sans trigger, ce qui va au moins demander 2 cartes à l'adversaire pour défendre. Donc ça va lui demander une carte, ça va lui demander une carte, ça va lui demander plus qu'une carte, et ça va lui demander au minimum 2 cartes. Donc c'est vraiment ultra sympa comme formation, et cette carte compense vraiment le potentiel, enfin le gros défaut d'Yasuye. C'est pour ça que je la joue dans ma G-Zone en x2 exemplaires. Ensuite, troisième stride que j'aimerais vous présenter, que je joue en 1 exemplaire, qui est justement Kagemijishi. Donc Kagemijishi, lui, son effet, c'est un peu la même chose, mais en différent. C'est-à-dire que Kagemijishi, lui, il va pouvoir dire que lorsque je call une carte sur le terrain qui a le même nom qu'une autre carte, elle va gagner la faculté plus de 1000 et peut taper de la back row. Donc là, si je reprends mon idée, dans mon deck, je call mon tapeur à 12 via le premier stride grâce à lui, et en deuxième stride, je lance lui, qui va me permettre, justement, une fois que lui est placé sur le terrain, de bim, invoquer encore 2 tapeurs à 12 qui vont eux pouvoir taper de la back row. Et donc là, je refais ma formation 4 attaques, sous d'autres conditions. Sachant que lui, comme la carte qu'il a call reste sur le terrain, ce serait un peu impertinent justement de restride de lui, alors que lui va pouvoir lui donner l'effet de taper de la back row. Donc je vais pouvoir faire j'en perds mon latin. Je vais pouvoir refaire ma formation en fait, avec une carte différente, mais je vais pouvoir la refaire. Et donc ça va encore mettre une multi-attaque avec pression sur l'adversaire. Par contre, je ne joue qu'avec Kagemijishi que x1. On arrive donc ensuite au gros stride du deck, qui est Omura Rider. Donc Omura Rider que je joue x4. Donc Omura Rider, son effet c'est CB2. Donc CB2, là vous voyez pourquoi le deck est très CB-vore, puisque Yasuye plus lui ça fait déjà CB3, c'est déjà plus de la moitié des CB de manger sur un seul combo. Alors Omura Rider, son effet est le suivant. Donc je stride mon Omura Rider, je paye 2 CB, je retourne un Omura Rider face down dans ma G-Zone face up, et à la fin de la battle où il a attaqué, si j'ai 3 fois, bon je reprends toujours mon tapeur à 12 sur le terrain, si j'ai 3 fois mon tapeur à 12, enfin si j'ai 3 fois n'importe quelle carte, je peux renvoyer 3 copies de la même carte sous mon deck, shuffle le deck, et à la fin de la battle où il est attaqué, il rescinde. Par contre, durant les 2 attaques qu'il va réaliser, il va perdre un check, donc il ne va checker que 2 fois en fait. C'est-à-dire que vous aurez un twin drive x2. Ça c'est vraiment intéressant puisque en réalité vous n'allez pas générer de paire de C en main. Contrairement aux autres self-stand qui disent à la fin de la battle il a attaqué, défausser 2. Là vous n'allez pas défausser, vous allez juste renvoyer 3 mêmes copies sur le terrain dans le deck. Et comme vous les clonez, bah, vous faites pas vraiment de moins. C'est-à-dire que si j'ai déjà mon tapeur à 12, juste à faire le CB1 de Yasuye, j'en invoque 2, à la fin de la bataille j'en renvoierai 3. Et ça passe plutôt bien pour moi. En contrepartie, vous n'aurez pas dépensé de cartes de votre main, et vous en aurez gagné 2 ou une de plus que ce que vous aurez gagné avec un autre stride.
Donc là c'est vraiment très intéressant puisqu'à la fin du tour vous êtes au moins sûr d'avoir 4 ou 5 en main. En plus de réaliser 2 attaques sur l'adversaire, ce qui est vraiment sympa. Et surtout que si vous n'avez plus de CB, c'est là que le stand devient vraiment précieux, puisqu'il vous permet de cloner pour CB0 et donc de réaliser Homo Rider. Passons maintenant au dernier stride Murakumo, puisque après on va passer à tout ce qui est G gardien ou créer élémental. Donc je joue 2 Shirayuki. Donc Shirayuki, elle a l'effet simple. Techniquement, elle est meilleure avec le G3 qui porte son nom, donc Shirayuki. Mais en fait, elle a la capacité suivante, c'est-à-dire que lorsque j'ai Yasui lorsque j'ai n'importe quelle Vanguard, je peux, quand elle est placée sur le cercle de Vanguard, chercher une copie d'une carte sur mon terrain, donc on va dire Yasuye, et la call. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que comme ça se passe lorsqu'elle est placée en cercle de Vanguard, je peux payer le CB de Yasuye et call 2 autres Yasuye sur mon board. À quoi ça sert? Ça sert à éviter justement cette situation où en fait vous faites field control, où en fait vous jouez contre Kagero et que vous n'avez pas de rearguard. Si jamais vous n'avez pas de rearguard, vous pouvez toujours stride Shiranui et vous voilà avec au moins 2 attaquants. Donc c'est vraiment très utile contre certains match-up, donc je la joue x2. Entrons maintenant dans les craies élémentales et les G gardiens. Donc dernier stride, et stride un peu obligatoire dans ce format, c'est Zebreeze. Donc alors Zebreeze, c'est un nouveau crée élémental qui permet la chose suivante, qui dit que lorsque votre adversaire n'a pas raidé durant sa précédente raid phase, et je crois qu'il faut qu'il soit au G2. Oui, donc alors il a la condition suivante. Si vous avez un grade 3 Vanguard et si le nombre de unités en G-Zone est 0, si le Vanguard adverse est en grade 2 et qu'il n'a pas raidé durant la dernière phase, je peux payer 2 CB, défausser une carte et stride cette unité. À quoi ça sert? Ça sert à punir les decks qui sont misride volontaires. C'est-à-dire que quand vous voulez stride, bon j'explique pour ceux qui débutent, quand vous voulez stride, il faut que les 2 adversaires soient au grade 3. Comme beaucoup de decks s'orientent G-Break, c'est-à-dire que pour activer leurs effets, il faut que vous ayez au moins fait un stride dans la partie, ou un G-Gardien. Beaucoup de decks s'orientent sur le misride, c'est-à-dire qu'ils assument le fait de ne pas raider grade 3 pour bloquer le jeu adverse et l'empêcher de jouer. Cette mécanique cette utilisation du jeu étant contraire justement à l'optique de développement que veut donner Bushiroad, Zebreeze punit en fait les gens qui veulent misraid volontaire, donc ça les force à raider grade 3 sinon ils se prennent un stride dans la gueule quoi. Donc alors Zebreeze, sachant qu'il a son côté sombre, c'est à dire que si l'adversaire misraid de façon involontaire, si jamais il rate sa G-Assist, et bien du coup vous pouvez quand même lui latter la gueule à coups de Zebreeze. Par contre, il coûte 2 CB, ce qui est quand même assez lourd pour n'importe quel deck. Mais bon, ils permettent de donner un avantage certain et de fournir cette pression, de dire attention, si tu n'arrêtes pas, je fais Zebreeze. Et rien que pour cette pression-là, de forcer l'adversaire à raider quand il n'est pas dans la bonne disposition pour le faire, sinon il se prend Zebreeze, ça peut changer complètement une partie. On passe maintenant aux 2 G gardiens du clan, donc que j'utilise, qui sont Ugenwing. Donc alors Ugenwing, il dit la chose suivante. Donc je récapitule pour ceux qui sont débutants encore ce que c'est qu'un G gardien. Un G gardien vous permet de défausser, donc quand vous devez défendre, de défausser un heal trigger pour invoquer un G gardien depuis la G zone dans le cercle de garde pour vous défendre. Ils ont tous 15 000 de base et un effet supplémentaire qui peuvent lui rajouter 5 à 10 000 ou alors activer d'autres effets. Donc alors Ugenwing, c'est le G gardien, le seul qui existe pour l'instant pour Murakumo. Donc il dit que vous allez chercher justement, vous choisissez une carte sur votre terrain. Je peux choisir par exemple mon G2. Donc il défend à 15 de base. Il est gratuit en CB. Je cherche mon G2. Je vais regarder dans mon deck pour chercher justement un autre G2 que je mets en cercle de garde. Donc là ça me fait déjà 20 000 de shield sans avoir à craquer aucune carte de ma main, aucun counterblast. Et je bloque une attaque en utilisant... en gros, je double la valeur de mon shield. Par contre, effet subsidiaire, à la fin de la phase de garde, au lieu d'être détruit, la carte retourne dans le deck.
Donc c'est très sympa puisque ça vous obtient vous passez d'un shield à 10 à un shield à 20 sur une condition plus ou moins difficile puisqu'il faut avoir au moins une carte avec un grade 0, un grade 1 ou plus je crois sur le terrain. Voilà, grade 1 ou plus regarde. Donc c'est shield à 20 plus ou moins gratos. C'est pour ça que je joue x2. Et enfin, pour l'instant, dans les decks qui n'ont pas eu de support en GBT7, donc qui n'ont pas eu les G-Gardiens titrés, je joue 2 G-Gardiens créés élémental qui sont vachement utiles, que tout le monde connaît. Dismail, donc Dismail qui est un G-Gardien qui ne défend qu'à 15, mais qui dit la chose suivante, il la résiste. Ça veut dire qu'il ne peut pas être détruit lorsqu'il est en garde circle, parce qu'il y a des decks comme Dimension de Police qui peuvent retirer les gardiens. Et lui ne peut pas être justement retiré de la zone de garde, donc il vous assure de ne pouvoir être ciblé par aucun effet. Et en plus, il donne la capacité à un rire que durant ce tour, il ne pourra pas être ciblé par les effets adverses ni hit. C'est-à-dire que si votre adversaire attaque un rearguard, vous pouvez dismail et quoi qu'il arrive, ce rearguard restera sur le terrain jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est vachement sympa parce que ça peut troller les decks comme les decks qui fonctionnent avec Commander Laurel ou The End the Cross, enfin des choses qui, lorsqu'ils hit des rires, ont des effets sur-craqués. Et du coup, comme les G-Perfect ne protègent maintenant plus que les Vanguard, c'est un peu compliqué justement de protéger ces rires. Et Dismail apporte justement une réponse à ce problème-ci. On a ensuite le dernier G-Gardien que je pense beaucoup de monde joue dans leur G-Zone, c'est Screw You. Donc Screw You, c'est un peu difficile à dire, c'est un G-Gardien créé élémental qui dit la chose suivante, il a un power-up défensif de 15, donc c'est à dire que c'est déjà un gardien à 15 de base, et si vous défaussez une carte, par contre, il faut que vous ayez déjà une carte face-up dans la G-Zone. Donc alors, quand vous défaussez une carte avec Screw You, il gagne 10 000 de shield. Pardon. Donc il gagne 10 000 de shield, donc c'est un shield à 25, ce qui vous permet de pouvoir gérer de très grosses attaques, et d'alterner entre les différents jets gardiens en fonction des besoins. Voilà, j'ai pas besoin de m'étendre plus sur le sujet. Si vous subissez une très grosse attaque, Screw You, si vous avez besoin de protéger un rearguard, par exemple moi j'ai besoin de protéger mes clones, Dismail, et si j'ai besoin de la gratuité, ou Gunwing, reste de très bonnes options viables dans ce deck. Voilà, j'ai fait un peu le tour justement des différentes options de jeu qui existent dans ce deck Murakumo. Vous voyez que la vidéo est assez longue, donc il y a beaucoup de choses à en dire. Que le clan n'est pas si pauvre qu'on voudrait le penser, qui est quand même assez agressif, notamment avec les différents centriers que je joue. Si vous voulez tester la version du deck, n'hésitez pas. Je la trouve vraiment très très bonne et elle me donne vraiment beaucoup de plaisir en ce moment. N'hésitez pas aussi à sortir de ce qu'on vous dit, des gros top tiers du méta, n'hésitez pas à vous amuser, tenter des mélanges, tenter des expériences, c'est vraiment très très sympa. Et moi je dis toujours c'est dans les decks les plus outsiders qu'on prend le plus de plaisir. Perso, je prendrais toujours plus de plaisir à jouer un Murakumo, un Tachikaze, plutôt que de jouer un gros Égali des familles ou un gros Nociel. Enfin, après chacun est libre en termes de gameplay, chaque joueur a son avis, chaque joueur prend des plaisirs comme il le prend. Moi je vous invite à tester vraiment cette version de Murakumo, vous verrez qu'elle est très performante et qu'elle est vraiment très plaisante à jouer. Et surtout, autre argument, c'est une version qui n'est pas chère vu que Murakumo est un clan très peu joué. Donc si vous voulez faire un petit deck à côté qui vous coûtera vraiment rien, genre Yakivogue coûte peut-être, je sais pas, 3-4 $ je dirais. Yasuye aussi, les Perfect coûtent moins de 5 €. Donc le deck en lui-même doit peut-être coûter moins de 60 € à monter. Donc vraiment, c'est vraiment un deck budget, performant, plaisant, agressif. Vous pouvez vraiment gagner des tournois avec, moi je le pense. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon deck donc, avec lequel je prends beaucoup de plaisir à jouer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine sur la chaîne, et je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit, tout dépend de à quel moment vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à consulter le site internet de Bankai Games, donc www.bankai-games.com, pour justement consulter ses cartes à l'unité, les différents accessoires qu'il possède, ou précommander vos boîtes et extensions. Merci à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut! Allez, un petit dernier pour la route, de toute façon, ça peut plus vous faire de mal, là. Hein. Domo arigato. Hein? Oui, ils sont bons, les gâteaux. C'est un petit pâtissier local, très propre. On est à côté du commissariat.